Les marges d'une entreprise varient énormément selon le secteur. Dire que faible marge égale mauvaise entreprise est une erreur d'analyse. La performance absolue en total return d'une action ne détermine pas la performance relative d'un portefeuille d'investissement. Si on avait investi dans Total Energy au plus bas il y a 5 ans, aujourd'hui le capital aurait doublé, soit une performance annualisée de près de 15% par an. Résultat, Total Energy bat le S&P 500 en performance relative sur cette période. Le marché des matières premières, bien que spéculatif à cause de certaines personnes sans scrupules, n'a pas vocation à avoir un gros rendement. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Thiago, ici on parle bourse, finances personnelles et entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais remettre en cause certains arguments avancés par Hugo de la chaîne IQ Invest, notamment sur l'investissement dans l'énergie. Une des vidéos qui m'a poussé à réagir est intitulée « Comment investir dans l'énergie ». Le lien est dans la description. Hugo y présente plusieurs arguments tronqués et qui peuvent induire en erreur. On va analyser tout ça en profondeur, mais petite mise au point entre le rapport d'IQ Invest et moi. Hugo et moi, nous avons suivi la même formation de Romain Payet en stock picking, la méthode Trident. Nous avons donc les mêmes bases, mais j'ai choisi de me former ailleurs et d'élargir mes compétences en accord avec mes convictions, et lui, il s'est formé en fonction des siennes tout pareil. Commençons par le début, la vidéo « Où investir dans l'énergie ». Premier point où nous ne sommes pas d'accord dans sa vidéo, il dit ceci. Et donc, a priori, oui. Mais attention, puisqu'il existe de nombreuses façons d'investir dans l'énergie. Non, il n'existe pas plusieurs façons d'investir dans l'énergie. Que les GAFAM investissent dans l'énergie ne va pas vous exposer au secteur de l'énergie. Mais je rentrerai un peu plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Concernant les pétrolières, dans sa vidéo, tu dis ceci. En France, on a Total Energy qui est souvent parmi les actions les plus achetées sur PEA. Hugo présente Total Energy comme une simple action à dividende de mauvaise qualité à long terme, alors que c'est une entreprise stratégique pour la souveraineté énergétique française. Total Energy produit 1 million de barils par jour, couvrant la consommation française à 95%. Total Energy a une équipe dirigeante très compétente, notamment M. Pouyanné, le PDG, ayant une maîtrise de la dette et ayant fait des investissements stratégiques pour assurer la pérennité de Total Energy. C'est pour ça que Total Energy est autant apprécié des actionnaires français sur PEA et selon moi, Total rend service à la France et nous risquons de la perdre si les politiques et les discours comme le sien continuent face aux investisseurs américains qui sont majoritaires chez Total Energy. Ensuite, tu enchaînes sur les marges. Elles ont des marges qui sont extrêmement faibles. Les marges d'une entreprise varient énormément selon le secteur. Dire que faible marge égale mauvaise entreprise est une erreur d'analyse. Ne pas prendre en compte la médiane du secteur élimine énormément de sociétés bien gérées et rentables, simplement parce qu'on a le biais des fortes marges proposées par le secteur de la tech, comme par exemple. Puis enfin, tu rajoutes un faux argument massu. De performance en total return, Total Energy, ExxonMobil et Chevron ont sous-performé le S&P 500. Depuis quand le dividende est obligatoirement investi dans l'action qu'il fournit? La performance absolue en total return d'une action ne détermine pas la performance relative d'un portefeuille d'investissement. Un portefeuille boursier, notamment en stock picking, est un ensemble de sociétés diversifiées qui doivent avoir une synergie globale. Et ça, tu devrais le savoir puisque tu fais du stock picking. Pourtant, ton discours va complètement à l'encontre de ce principe de base. Si on avait investi dans Total Energy au plus bas il y a 5 ans, aujourd'hui le capital aurait doublé, soit une performance annualisée de près de 15% par an. Résultat, Total Energy bat le S&P 500 en performance relative sur cette période. Et encore, c'est sans prendre en compte les dividendes. En les intégrant, même si le prix de Total reste stable pour les 5 années à venir, la performance annualisée tournerait autour des 11% par an, soit un rendement similaire à un ETF SP500, à condition de la traiter comme ce qu'elle est, une cyclique, acheter bas, garder et revendre à 2 écarts types au-dessus de la médiane. Point. Sur les réseaux sociaux, en commentaire, beaucoup te l'ont fait remarquer et tu continues de les narguer en disant que les chiffres ne mentent pas et c'est la beauté des maths. Mais non Hugo, tu peux pas dire ça. Quand on prend toutes les infos, regarder uniquement le total return d'une action cyclique n'a aucun sens quand on construit une stratégie d'investissement cohérente et diversifiée. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Pour conclure, les pétrolières ne sont pas des mauvais investissements autant que tels quand on sait les utiliser intelligemment. Même Warren Buffett en détient dans son portefeuille. Alors, selon toi, il choisit des actions de mauvaise qualité? Ensuite, selon Hugo, investir dans les foncières pétrolières est une stratégie viable dans certains cas.
Et pourtant, si vous saviez tout, il peut s'avérer être un choix dangereux. Voici le premier extrait. Les propriétaires de réserves de pétrole. Premier problème avec ce type de société, leur chiffre d'affaires dépend directement du cours du Brent brut et des décisions de l'OPEP. Contrairement aux pétrolières, elles n'ont aucun levier pour augmenter leurs revenus via le raffinage ou la vente de produits annexes. Mais ce n'est pas tout, ensuite tu dis ça. Elles ont beaucoup moins de capex que les pétrolières qui... Deuxième problème, certes, elles ont moins de capex et des marges plus élevées, mais leurs revenus sont conditionnés totalement aux réserves de pétrole qu'elles détiennent sous concession. Elles vont recevoir des royalties, mais le jour où l'or noir s'épuise, leurs revenus disparaîtront aussi. Pendant ce temps, les pétrolières, elles, iront forer ailleurs. Puis tu finis avec le sacro-saint Total Return. Sur les 5 dernières années que ces entreprises ont toutes surperformé le S&P 500. Il suffit de regarder du côté du Pacifique, Nauru, autrefois une des plus grandes foncières en phosphate et l'un des pays les plus riches du monde, et une fois les ressources épuisées, ils sont tombés dans la misère. Et comme toujours, analyser uniquement la performance absolue sur les 10 dernières années en Total Return ne garantit en rien l'avenir. Après, tu enchaînes sur les énergies renouvelables et le secteur nucléaire. Concernant les ENR, tu dis ceci. À part le solaire, en fait, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. L'hydrogène, pour le coup, c'est une industrie qui est mort-née. Même si je suis d'accord sur le fait que toutes les ENR ne se valent pas, les énergies renouvelables ne se limitent pas au solaire et à l'hydrogène. Il y a la géothermie, l'hydraulique, la marée avec la centrale du golfe du Morbihan, la biomasse, etc. Limiter les énergies renouvelables à seulement 2 des sources n'est pas pertinent, surtout en citant consciemment des sociétés défaillantes ou fortement dépendantes des subventions de l'État. Mais attention à ce type d'entreprises, elles sont rarement rentables, comme c'est le cas de First Solar par exemple qui perd de l'argent. Toutes les sociétés du secteur ne sont pourtant pas dépendantes de celles-ci. Puis, concernant le nucléaire, tu utilises toujours les mêmes exemples soigneusement choisis pour servir ton narratif, entreprise peu rentable, etc., etc. C'est pas un secteur que je connais forcément extrêmement bien, mais là encore, ces entreprises sont fondamentalement extrêmement faibles. En fait, elles perdent tout simplement de l'argent et ont souvent des marges qui sont inexistantes. Concernant les matières premières, il y a 2 contradictions majeures dans ton discours. La première concerne les rendements. Est-ce qu'on peut directement acheter du pétrole ou de l'uranium? Eh bien oui, on peut tout à fait le faire, mais les rendements à long terme sont catastrophiques. Le marché des matières premières, bien que spéculatif à cause de certaines personnes sans scrupules, n'a pas vocation à avoir un gros rendement. C'est un marché qui vend des actifs antifragiles qui protègent le portefeuille d'un investisseur lors des crises, au même titre que l'or par exemple. Et c'est un sujet qui mérite une vidéo à lui seul et je suis en train de la préparer et je la sortirai bientôt sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous appréciez mon contenu, likez et abonnez-vous pour me soutenir dans mon travail, ça m'encourage à partager mon parcours d'investisseur avec encore plus de contenu, le tout sans vous donner des conseils en investissement car chacun est maître de ses décisions. La deuxième contradiction concerne ton propre discours où tu dis ceci. Le pétrole et l'uranium, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas rares du tout et coûtent de moins en moins cher à extraire. Quand il s'agit d'investir dans les pétrolières, il ne faut surtout pas le faire car les revenus sont cycliques voire baissent à long terme. Voici l'extrait de ta vidéo. Puisque les pétrolières ont souvent des revenus qui sont cycliques, voire décroissants à long terme. Mais là, le pétrole n'est pas rare et les progrès techniques permettent de l'extraire pour moins cher. C'est paradoxal, non ? Et pour finir, le prix du pétrole varie en raisons multiples que j'ai déjà évoquées précédemment. Si le prix reste stable et n'augmente pas malgré la baisse des réserves mondiales, c'est justement à cause du progrès technique. Malgré cela, le prix à l'avenir va augmenter et non l'inverse au vu de la demande. Il aurait été beaucoup plus judicieux de dire aux investisseurs qui t'écoutent d'éviter d'investir dans les matières premières car c'est un marché extrêmement manipulé par les autres instances réservé à des investisseurs aguerris et où la perte de capital peut être importante plutôt que de parler des rendements de celui-ci. On arrive à l'argument central de tout ton discours, l'investissement des 7 magnifiques dans l'énergie. Mais pour moi, il existe un moyen très simple de s'exposer à l'énergie et surtout de s'exposer au nucléaire, puisqu'il s'agit des entreprises technologiques. Comment se fait-il que les investissements des 7 magnifiques soient un bon choix pour investir dans l'énergie, puisque 5 minutes plus tôt dans ta vidéo, tu nous dis que c'est un secteur avec des faibles marges et où les sociétés perdent de l'argent? De toute évidence, les biais que tu as sur la tech t'emmènent à avoir beaucoup de paradoxes. Puis, la vidéo enchaîne sur la rentabilité de la tech. Donc
on voit, on a de quoi faire avec les Magnificent Seven. C'est probablement l'investissement le plus rentable que vous pourriez faire sur l'énergie. Malgré que la tech soit un secteur très rentable avec beaucoup de cash, si on suit ta logique, il jette de l'argent par les fenêtres, puisque les investissements sont faits dans des sociétés ou dans un secteur voué à perdre de l'argent, non? Les 7 magnifiques ne produiront jamais de l'énergie, au mieux leurs investissements vont leur permettre de payer une électricité légèrement moins chère et encore, à condition que les projets dans lesquels elles investissent soient viables. Dans le cas contraire, elles auront investi dans ce qu'elles ne maîtrisent pas et devront tout de même se fournir en électricité ailleurs tout en ayant cramé la caisse. Pour finir en beauté avec le Bitcoin, c'est un des rares points où nous sommes d'accord mais avec des nuances. Bitcoin est l'or numérique, certes volatile maintenant, mais dans le futur, il sera un actif antifragile comme l'or, à condition qu'il reste tel quel et qu'il ne tombe pas sous le contrôle d'une institution. Je crois dans le Bitcoin, même si c'est un investissement où je suis conscient que je peux tout perdre, contrairement à l'or physique. Pour finir cette vidéo, tu détailles ta stratégie d'investissement qui est juste une suite logique de ton raisonnement à convaincre tout le monde qu'il n'y a que la tech comme investissement viable. Or, comme on l'a vu jusqu'ici dans ma vidéo, il y a beaucoup de paradoxes et voici la conclusion en images. Selon toi, les pétrolières sont peu rentables. Pour conclure, donc, les pétrolières sont peu rentables, sauf si vous recherchez spécifiquement des dividendes. Total, par exemple, la société a vu sa valeur doubler entre 2020 et maintenant, offrant aux actionnaires qui ont su saisir l'occasion une performance de près de 15% par an, hors dividendes en plus. Et Total Energy est sous-évalué par rapport à sa valeur intrinsèque. Mais ça, ce n'est pas des conseils en investissement, attention. Selon toi, le secteur des ENR et du nucléaire perdent de l'argent. Les entreprises d'énergie renouvelable et du nucléaire perdent de l'argent. Si les entreprises du nucléaire perdent de l'argent, pourquoi les 7 magnifiques investissent massivement dedans alors? Toutes les sociétés ENR ne sont pas des gouffres financiers, bien au contraire. Celles qui gagnent de l'argent sont juste discrètes et n'aiment pas les projecteurs de Wall Street. Le nucléaire est un secteur stratégique où il faut bien choisir ses actions, mais ça c'est la base de stock picking. Et selon toi toujours, les matières premières n'apportent rien à long terme. Les matières premières sont de moins en moins chères et ne rapportent absolument rien à long terme. Et comme je l'ai dit, les matières premières sont des actifs antifragiles. Ils n'ont pas vocation à obtenir un gros rendement, mais à protéger un portefeuille en cas de crise. C'est un marché pour les investisseurs aguerris et pour l'instant, on n'en manque pas. Pour toi, une des seules catégories valables sont les foncières. Restent selon moi donc les foncières comme Texas Pacific ou Canadian Resources. Comme dans le cas du pays Nauru, autrefois prospère grâce à l'exploitation intensive de ces gisements de phosphate qui a vu son économie s'effondrer lorsque les ressources se sont épuisées et illustrant parfaitement les risques des modèles économiques trop dépendants d'une seule ressource sans diversification. Pour conclure avec les forts biais que tu as dans la tech et investir dans la sacro-sainte tech américaine et un peu dans le Bitcoin. Les entreprises technologiques qui sont pour moi des valeurs sûres et probablement la façon la plus rentable de s'exposer au secteur de l'énergie et Bitcoin, une monnaie directement adossée à l'énergie. Les entreprises technologiques n'ont pas vocation à produire de l'énergie. Les investissements dans le nucléaire ne les protégeront pas en cas de déclin de la demande de leurs produits, qui est leur source de leur usine à cash. J'ai du Bitcoin car j'y crois en cette crypto-monnaie, mais si Bitcoin est une preuve de travail, pourquoi ne pas investir dans la preuve de travail la plus connue et stable depuis plus de 100 ans, à savoir l'or. Tout ça pour dire que si vous souhaitez investir dans l'énergie, il faut le faire en toute connaissance de cause. Voici pourquoi j'ai apporté certaines contradictions au discours selon moi biaisé d'Hugo. Là, je m'adresse à toi, Hugo. Que tu souhaites investir dans la tech, c'est ton choix et je respecte. J'investis moi-même dans la tech avec Google, par exemple. Mais dis-toi bien une chose, c'est que tout miser sur la tech américaine, c'est comme se faire pomper par une escorte russe. C'est bon tant que ça dure, mais à la fin, ça coûte très cher. Vu la portée de ta chaîne, je trouve ça dommage de ta part que, premièrement, baser ton raisonnement sur des biais que tu as concernant la tech et la qualité de certaines actions. De 2, dire aux personnes qui t'écoutent que le meilleur moyen d'investir dans l'énergie, c'est d'acheter les 7 magnifiques ou de la tech. Et 3, le secteur de l'énergie est un secteur cyclique où il faut le traiter comme tel. Ne pas regarder la performance absolue des actions cycliques. Acheter bas, vendre haut pour dégager une performance capable de battre le SP500 car c'est un secteur qui réagit énormément aux cycles économiques. Et comme dans chaque secteur cyclique, on peut gagner beaucoup d'argent à condition de maîtriser son sujet et c'est là toute la nuance. Et dernier point, il ne faut surtout pas croire que la tech est le seul secteur valable pour investir son argent. Si vous ne voulez pas faire du stock picking dans le secteur de l'énergie, il y a des excellents ETF spécifiques au secteur de l'énergie ou des matières premières.
Il faut éviter de croire sur parole des discours biaisés et je précise que moi-même, je peux avoir un discours biaisé puisque chacun d'entre nous regarde le monde à travers le prisme de ses convictions. Un dernier mot, ton screener est beaucoup trop cher par rapport à ceux déjà disponibles. Tes dernières mises à jour concernant le juste prix sont disponibles également sur Mooning ou Invest, les métriques quantitatives de ton screener également, sans parler de la droite de régression chez Mooning ou le nombre d'actions disponibles 10 fois supérieur. Et tout ceci pour un prix à l'année 50% moins cher. Mooning Pro est à 95 € par an par exemple. D'autant plus que les notes des sociétés de ton screener sont biaisées par rapport à tes convictions et ne prennent pas en compte le secteur d'activité. Nous n'avons pas la même vision et c'est en tant qu'ami que je te dis ça. Il y a plein d'autres sujets où j'estime que tu dis n'importe quoi, ta vidéo sur la Suisse et son économie par exemple. Dire de la merde avec assurance ne rend pas l'odeur de celle-ci plus acceptable mon pote. Ne prends pas la satire et le sarcasme de cette vidéo personnellement. Il fallait bien que j'attise l'envie des personnes à rester jusqu'à la fin. On arrive à la fin de cette vidéo. Êtes-vous d'accord pour dire que diversifier ses investissements est plus prudent que de se concentrer uniquement sur la tech? Pensez-vous que le discours de Hugo est biaisé, ou même le mien d'ailleurs? Laissez-moi vos commentaires et débattons ensemble. Dans une prochaine vidéo, on approfondira le marché des matières premières et leur rôle antifragile en temps de crise. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez avec vos amis investisseurs parce que nous semons d'épaisse aujourd'hui pour récolter des billes demain. Ciao les potes!